Bonjour Romain Marlex. Bonjour. En quoi votre grand frère Olivier Marlex, de 14 ans, votre aîné, C'est ça. vous a marqué? Il m'a marqué parce que c'était quelqu'un qui était à l'aise avec tous les Français et qui surtout aimait les connaître et pouvait être aussi à l'aise dans une tour HLM à Dreux que chez un éleveur du Cantal, que dans un dîner mondain à Paris. Et ce qui me marquait, c'était qu'il connaissait la France, qu'il connaissait les Français et qu'il les aimait. Et je crois que c'est vraiment le livre d'un patriote, si je devais le résumer en une phrase. On va parler de ce livre. Dans ces pages, l'un des moments les plus frappants, effectivement, c'est qu'il parle de sa relation avec les autres membres de sa famille. Vous êtes une famille politique. Votre père, Alain Marlex, a été longtemps l'homme des élections au RPR. Et votre frère, donc Olivier, qui est mort début juillet, avait été lui-même une figure importante des Républicains. On va y revenir. Qu'est-ce qui vous a... Et il raconte comment il vous a quand même un peu mis le pied à l'étrier politiquement. Qu'est-ce qui vous a transmis? Je crois, déjà l'amour de la France, ça c'était comme notre père qui nous l'a transmis, une certaine idée de la France, le rapport au gaullisme, à une certaine intransigeance également dans les convictions, et puis aussi le fait de ne pas être un héritier, parce que Olivier, c'est important, il y revient dans le livre, il ne se voit pas comme un héritier. Mon père n'a jamais souhaité intervenir pour sa carrière, comme d'ailleurs pour moi. Donc en fait, c'est vraiment l'idée à retenir, c'est que même s'il y avait le regard bienveillant de mon père, c'était vraiment quelqu'un de... Il fallait se faire tout seul, il fallait se construire tout seul, il fallait à la rencontre des Français. Et c'est un peu ce parcours initiatique, ce parcours d'humilité, qui d'ailleurs parfois manque un peu aux responsables politiques actuels, qui est, je pense, la grande idée. C'est il faut se faire tout seul, il faut se construire tout seul. Voilà. Effectivement, cette question d'humilité, c'est quelque chose qui traverse ces pages. Lui-même l'a démontré, puisque, quoi qu'on pense de son parcours, il s'est effacé au profit de Laurent Wauquiez pour la présidence du groupe LR. On va essayer d'y revenir. Olivier Marlex était venu ici à votre place. C'était en février 2024. Et il était venu parler d'un dossier qui, en tout cas, a été celui qui l'a fait émerger sur la scène nationale. On verra ensuite si c'est ça qui a été le fait marquant de son combat politique. C'était pour justement les grandes entreprises françaises et l'industrie française, un bras de fer qu'il a eu avec le macronisme. Ces champions nationaux, ils ne sont pas nés par hasard, ce ne sont pas des créations spontanées du marché, ce sont le fruit les uns et les autres. C'était vrai d'Alstom, c'est vrai d'Alcatel, c'était vrai de Technip, une forme de colbertisme industriel, qui est tout simplement la traduction de la volonté politique exprimée par le général de Gaulle à la Libération de doter la France des moyens de son indépendance, de sa souveraineté. Et donc, il y a une politique conduite pendant des années où le ministère de l'Industrie, les pouvoirs publics au plus haut niveau, avaient comme souci de préserver les intérêts de ces champions. Là où on a le sentiment, que depuis trop nombreuses années maintenant, les dirigeants sont plutôt là pour parfois faciliter la tâche de leurs amis du monde de la finance. Et ce qui est frappant en retrouvant cet extrait, finalement, c'est que c'est quelque chose qui résonne également dans toutes ces pages, dans ce livre qu'il a remis aux éditions Robert Laffont quelques jours avant de mourir. Oui, c'était le trait d'union avec son précédent ouvrage, donc Les Liquidateurs. Et c'est ce combat contre effectivement une partie de nos élites qui ont toujours, mais quasiment depuis la Seconde Guerre mondiale, ce réflexe, cette tentation du supranational. Voilà, donc être bienveillant trop bienveillant vis-à-vis d'une construction européenne qui n'est pas toujours rationnelle, trop bienveillant vis-à-vis d'accords de libre-échange, toujours avoir cette tentation du supranational et finalement cette idée que la France ne serait pas assez grande, qu'on n'aurait pas les moyens d'avoir une industrie forte et autonome, contrairement à ce que voulaient le général de Gaulle et Georges Pompidou. Et ça, c'est quand même un des grands fils conducteurs de son engagement politique, de son précédent ouvrage. Et les gens qui liront le livre verront à nouveau que plusieurs chapitres sont consacrés à la question de l'industrie française, à la question effectivement on peut le dire, un peu de cette trahison d'une partie des élites. Voilà. C'est intéressant, ça aurait été intéressant justement de voir comment il aurait réagi
à la réunion qu'il y a aujourd'hui avec à la Maison de la Chimie, avec le Choose France Ouais. d'Emmanuel Macron. Un axe traverse ces pages, l'amour de la France, mais une aversion constante à l'endroit précisément d'Emmanuel Macron, sans parler des transfuges de LR. Et il revient sur les griefs à l'endroit du président de la République, l'effacement de la France sur la scène industrielle, et surtout le sacrifice des fleurons industriels comme Alstom ou Alstom. Alstom ou Alcatel. Oui, alors il y a plusieurs choses. C'est qu'effectivement, il y a déjà la dénonciation d'erreurs stratégiques comme la dissolution, mais en réalité, le péché originel de la dissolution, c'est plutôt le changement de Premier ministre où Emmanuel Macron change Elisabeth Borne pour Gabriel Attal alors que rien ne l'y obligeait. Et donc, du coup, au moment de la défaite aux élections européennes, Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix que de faire une dissolution puisqu'il n'a plus d'outils politiques à disposition. S'agissant d'Emmanuel Macron, il y avait effectivement deux choses. D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, la tentation supranationale qu'Emmanuel Macron incarnait. Et l'autre chose, c'est également ce qu'Olivier appelait souvent le coup d'État technocratique. C'est-à-dire le fait que de nombreux hauts fonctionnaires, pour accélérer leur carrière, aient choisi d'entrer dans la vie publique, donc en exerçant des fonctions politiques, que petit à petit, ils ont vampirisé des postes à responsabilité dans des partis politiques, et qu'à partir de là, ils ont fait régner, on va dire un primat, une puissance intellectuelle et on peut le dire aussi une chape de plomb sur les autres responsables politiques en imposant une vision qui faisait qu'il fallait toujours, que les choses étaient toujours plus compliquées que ça, qu'il fallait se ranger à l'évidence, qu'il n'y avait pas d'alternative dans les politiques publiques. Et pour Olivier, Emmanuel Macron incarnait vraiment ce coup d'État technocratique et le fait que malheureusement, il n'y avait plus d'alternative politique possible en dehors des extrêmes. Et Emmanuel Macron, effectivement, on le voit aujourd'hui, c'est soit moi, soit le chaos, c'est faire le vide entre lui et les extrêmes. Et finalement, la destinée manifeste du macronisme, c'est de détruire la droite républicaine et même aussi la gauche. Et effectivement, il y revient Et effectivement, pendant... même en étant président de groupe LR, il y aura des tentatives de débauchage, même s'il arrive à négocier, c'est très intéressant, avec Elisabeth Borne et avec Gabriel Attal, pour lequel il ne masque pas son aversion, le fait qu'il n'y ait pas de débauchage. Il y en a eu quelques-uns, je pense notamment à Rachida Dati. C'était la condition préalable, effectivement, à une bonne... entre guillemets, cohabitation entre le groupe Les Républicains et le gouvernement, c'était d'arrêter les débauchages, puisque le précédent président de groupe avait quitté le groupe pour rentrer au gouvernement en 2022. Damien Abad. Voilà. Donc, effectivement, on partait très, très mal. Le seul débauchage, ça aura été Rachida Dati, parce que, encore une fois, pour lui, c'était la condition sine qua non d'un dialogue apaisé, ou on va dire plutôt utile au pays, entre lui et le macronisme, c'est-à-dire arrêter les débauchages, puisqu'encore une fois, la destinée manifeste du macronisme, selon lui, c'est de tuer la droite républicaine, et ça on peut le lire dans le livre à plusieurs reprises. Si on fait un peu de politique politicienne, mais on voit que quand même les rencontres, c'est très très intéressant parce que on voit les coulisses du travail parlementaire et finalement les coulisses de ces 2 années finalement de cohabitation. Tout son travail a consisté pour Olivier Marleix à rendre les Républicains incontournables dans l'exercice du gouvernement et dans l'exercice du pouvoir dans cette période 2022-2024, période qui suit les élections législatives suite à la réélection d'Emmanuel Macron, et puis cette fameuse dissolution pour laquelle il n'a pas de mots, bien évidemment, assez durs. Il y a un hommage surprenant, c'est à Elisabeth Borne. Pourquoi ? Alors, je pense qu'au-delà des convictions qui étaient sans doute très différentes, il appréciait beaucoup le style de la personne et la sincérité de l'engagement, même si cet engagement était effectivement très différent du sien, puisque Elisabeth Borne est un profil de haut fonctionnaire très classique, mais à titre personnel, il appréciait la personne. Voilà. Et je crois que la politique, il y a quand même des gens derrière, il y a quand même des êtres humains, et parfois, au-delà des divergences politiques, on se rend compte qu'on a peut-être affaire à quelqu'un qui fonctionne avec un logiciel proche du sien. Voilà. Un regret immense dans ce livre, c'est le départ de Michel Barnier. Il parle même de parenthèse enchantée. Oui, alors Michel Barnier qui préface le livre d'ailleurs.
Exactement. Alors, Michel Barnier, effectivement, a toujours cette phrase qui rappelle et que Olivier reprenait à son compte, c'est le « chacun est nécessaire ». Et c'est une phrase qui sonne vraiment de manière... qui résonne particulièrement dans l'époque dans laquelle on vit, notamment après 8 années de macronisme, où on a l'impression qu'effectivement, il y a les gens qui doivent traverser la rue, puis il y a cette manière de dire que chacun est nécessaire, que chaque Français est important, que chacun a sa part au destin collectif. Et c'était une façon de s'opposer aussi à la phrase d'Emmanuel Macron par rapport à ces Français qui ne sont rien. Exactement, voilà. Alors ça, c'était d'ailleurs la dédicace du précédent livre d'Olivier Les Liquidateurs. Et je crois aussi qu'il appréciait beaucoup dans Michel Barnier cette manière de faire de la politique, même si parfois, notamment sur la question européenne, ils étaient assez distants. Voilà. Pas de mention, ça m'a beaucoup frappé, pas de mention de François Bayrou. Alors, il comptait faire mention de François Bayrou parce qu'il devait le rencontrer quelques jours après sa disparition. Et d'ailleurs, c'est quasiment, puisque souvent c'est une question que nous posent les gens, est-ce que le livre a été expurgé ou quoi que ce soit ? Évidemment, le livre, on l'a pris tel quel, on n'a rien changé, à part des coquilles et des répétitions. Et la seule petite chose qu'Olivier voulait ajouter, c'était un portrait de François Bayrou qu'il devait rencontrer 3 jours après sa disparition. Les questions budgétaires sont au centre des débats aujourd'hui et occupent pas mal finalement de ces pages. Et il semble, c'est l'un des aspects, un des chapitres très intéressants, des plus intéressants de ce livre, il semble annoncer une crise comparable à celle de la Révolution française. Oui, alors pour lui, il y a plusieurs facteurs, notamment des facteurs de très long terme qui sont liés au discrédit des élites. Ça, c'est vraiment le point de départ de ce contexte pré-révolutionnaire. Pour lui, la situation actuelle, ce n'est pas l'apogée de la crise de régime, mais ce n'est que le début. Et pour lui, l'acmé de la crise politique est encore devant nous. Et effectivement, comme dans toutes les révolutions, la question de la fiscalité, la question de la dette, c'est toujours, on va dire, l'un des éléments déclencheurs. Donc vous avez effectivement sur le long terme le discrédit des élites. Et puis vous avez le déclenchement à court terme, le détonateur, qui est la question de la fiscalité. Parce que nécessairement, l'état des finances publiques va devoir amener à des réformes qui seront probablement politiquement très lourdes de conséquences et douloureuses pour les Français. On a le souvenir d'un homme qui pouvait avoir une voix qui portait. Il dit d'ailleurs qu'il n'aime pas beaucoup la télévision et qu'il préfère la presse écrite et la radio. Un homme toujours d'une grande élégance vestimentaire. Je pense qu'il avait les plus beaux cols italiens de Paris, en tous les cas au Parlement. Et d'un autre côté, il y a une scène très amusante où il raconte un échange téléphonique, je ne sais plus si c'est avec Gabriel Attal ou avec Elisabeth Borne, où il se trouve au Burger King de Dreux avec ses filles. Il aimait le contact, en tous les cas, avec la France réelle et avec les électeurs. Ça, c'est vraiment ce que je retiens de mon frère, et c'est le point de départ, c'est la première question que vous m'avez posée. C'est-à-dire le fait qu'il aime profondément les Français. Il garde un souvenir attendri de dîner dans le Cantal avec mon père chez des éleveurs qui avaient une condition de vie extrêmement précaire. Il adorait effectivement faire ses courses le samedi au Leclerc d'Annette. Parce que finalement, c'est là que sont les Français. Où il croise la princesse Philomena, donc, qui est la comtesse de Paris, dont le mari, le prince Jean, est le prétendant au trône de France. Exactement, mais si on veut comprendre la France, il faut connaître toutes ces Frances. Il faut connaître la France d'Annette, des zones pavillonnaires de lointaines banlieues de 3e couronne. Il faut connaître Dreux et ses quartiers difficiles. Il faut connaître le Cantal, il faut connaître les beaux quartiers. Enfin, la France, il y a tellement de France qu'il faut toutes les connaître. Et je crois qu'Olivier les connaissait tous. Une question qui s'est posée pendant toutes ces années, tous ces mois qui ont suivi la dissolution, c'était ses rapports avec Laurent Wauquiez. On aurait pu croire que son effacement à la tête des députés LRR au profit de Laurent Wauquiez l'avait affecté. Dans ses pages, en tous les cas, il affirme qu'il n'en est rien et même que c'est même l'inverse. Non, pas du tout. Je pense qu'il était très conscient que Laurent Wauquiez devait jouer un rôle important. Alors qu'il était président de région, il était forcément un petit peu à côté de l'actualité politique, comme Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Et donc, il avait enjoint Laurent Wauquiez à revenir sur la scène nationale pour avoir un rôle important,
que ça soit effectivement à l'Assemblée nationale ou même potentiellement dans la perspective des élections présidentielles de 2027. Il est plus virulent à l'encontre de Marine Le Pen que de Jean-Luc Mélenchon. Alors, ça, il n'est pas non plus extrêmement dur vis-à-vis de Marine Le Pen. Il n'y a vraiment aucune attaque personnelle. Je crois même que ses rapports interpersonnels avec elle n'étaient pas mauvais. Il avait du respect pour elle comme pour tous ses adversaires politiques. Moins pour les députés du Rassemblement national, en tous les cas. Non, mais disons que pour Marine Le Pen, c'était différent, puisque c'est quand même elle la présidente de groupe. C'était son interlocuteur en tant que président de groupe. Et il est simplement un petit peu dur avec le Rassemblement national. Je pense à juste titre, dans la mesure où, n'ayant pas exercé le pouvoir, ils peuvent encore se permettre de proposer des mesures qui semblaient à Olivier parfois contradictoires. Quelques traits assassins à l'encontre de Jean-Philippe Tanguy notamment, mais c'est assez drôle. On notera dans les dernières pages une sorte de vertige face à l'affaissement de l'identité nationale et à la dissolution de la cellule familiale. Oui, là encore, c'est des problèmes beaucoup plus profonds. Et donc là, c'est quasiment des faits de société. Comme il le dit souvent, la question des faits de société, ça doit relever de choix intimes. On le voit pour le vote de l'IVG notamment. Donc ça, c'était un combat qui était quasiment pas politique, mais un combat de société. Et voilà, il observait comme tout le monde, comme tous les Français, la difficulté de préserver la cellule familiale avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui rentrent dans tous les foyers, avec une situation économique difficile, puisqu'aujourd'hui, très souvent, 2 personnes dans le foyer doivent travailler, alors qu'avant, un seul salaire pouvait suffire. Donc là aussi, c'est un des problèmes le plus de fond de notre société, mais là, le politique, malheureusement, a moins de poids. Voilà, il le regrettait. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour lui dans son combat et dans sa vie politique ? Le combat pour la souveraineté a quand même été assez difficile, puisque même chez les Républicains, c'est pas toujours évident de faire entendre une voix, je ne veux pas dire souverainiste, mais en tout cas relativement exigeante sur les questions d'indépendance nationale. Voilà, c'est une ligne que beaucoup d'élus au fond d'eux partagent, mais qu'il y a une espèce de biais de prestige, il y a un peu une chape de plomb, et personne n'ose vraiment aller au bout de ces questions-là. Là, il a commencé sa vie politique aux côtés de Charles Pasqua. Donc c'était effectivement... Il était dans le camp des non à Maastricht, dans un parti où les oui à Maastricht et au traité constitutionnel l'avaient emporté. Oui, et là, ça renvoie aussi au coup d'État technocratique, puisque effectivement, on a beaucoup de hauts fonctionnaires qui sont arrivés au sein du RPR et qui ont imposé effectivement une ligne politique qui était... Et c'est assez paradoxal, parce qu'on peut penser justement que par ces origines-là, il pourrait avoir des mots un petit peu plus durs à l'encontre de ces hauts fonctionnaires, notamment Alain Juppé ou même Édouard Balladur. Et finalement, il est souvent plutôt nostalgique de cette époque où ces figures dirigeaient le parti. Oui, mais c'était des figures qui avaient quand même une expérience politique absolument incroyable. Quand Édouard Balladur devient Premier ministre, il a plus de 30 ans de carrière d'expérience politique, il a été secrétaire général de l'Élysée. Alain Juppé, avec aussi les divergences politiques qu'il avait avec lui, c'était quand même des personnalités d'un calibre tout autre. C'est pour ça que souvent on le croit dur avec ses contemporains, mais c'est simplement parce qu'il a connu Pierre Messmer, Charles Pasqua, l'amiral Philippe de Gaulle. Il a commencé avec ces figures-là, M. Couve-de-Murville. Donc c'est quand même très difficile de maintenir ce niveau d'excellence et d'exigence. Quelques pages aussi autour de la dissolution et effectivement de la tentative d'Éric Ciotti à l'époque de faire alliance entre le LR et le Rassemblement national. Dans le fond, qu'est-ce qui a primé chez votre frère ? Est-ce que c'était la colère vis-à-vis de l'aventure personnelle d'Éric Ciotti ou bien une divergence stratégique ? Alors, c'est pas personnel vis-à-vis d'Éric Ciotti, avec qui il continuait d'entretenir des relations courtoises. Je crois que ça renvoie encore à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que la droite gaulliste en France est historiquement écrasée entre les centristes d'un côté, qui aujourd'hui sont les macronistes, et de l'autre, le Front National, devenu le Rassemblement National. 2 pôles politiques qui d'ailleurs ont en commun de ne pas être aussi soucieux de l'indépendance nationale
que ne l'est le RPR. Et donc pour lui, c'était extrêmement important. Il y a débat. Voilà, mais extrêmement important de rester effectivement autonome et de rester indépendant, parce que quand on prône l'indépendance de la France, on ne peut pas accepter que notre parti soit mis sous la tutelle soit des macronistes, soit du Rassemblement national. Voilà. Alors après, évidemment, je ne reviendrai pas sur le fait que voilà, il y a beaucoup de gens qui considèrent peut-être à raison que le RPR, l'UMP puis les Républicains n'ont pas tenu leur engagement gaulliste. Mais ça, c'est un autre débat. C'est une des questions, effectivement, qu'on peut se poser. C'est-à-dire que, finalement, est-ce que sa voix n'était pas unique au point d'être minoritaire, ou bien est-ce que sa voix n'était pas minoritaire au point d'être unique au sein de LR? Elle n'était pas si minoritaire. Beaucoup de gens le rejoignaient et appréciaient ses travaux. Simplement, effectivement, pendant très longtemps, je pense même dans notre famille politique, la question de la souveraineté était un peu une question sensible. Voilà. On avait l'impression que si on n'était pas parfaitement aligné sur des questions pro-européennes, si on n'était pas parfaitement aligné sur des questions de libre-échange, on n'était pas totalement sérieux. Et aujourd'hui, on le voit avec le Mercosur, où notre famille politique n'hésite pas à dénoncer cet accord, que finalement les choses sont en train de changer. Voilà, et que finalement, on n'est plus dans un européisme béat, et comme ça a pu être le cas, malheureusement, à une époque. Ses rapports avec Nicolas Sarkozy? Toujours courtois, il avait beaucoup d'admiration pour l'ancien président de la République, dont il a été un collaborateur, même si parfois il était un peu gêné par des prises de position. Voilà. Vis-à-vis d'Emmanuel Macron, notamment? Notamment, effectivement, puisqu'il est arrivé à Nicolas Sarkozy, notamment pendant la campagne de 2022, de prendre position pour Emmanuel Macron, alors même que les Républicains essayaient de se sauver et que les députés Les Républicains essayaient de se faire réélire. Quel est pour vous l'héritage de votre frère Olivier? Qu'est-ce qu'il faut justement défendre le plus dans ce qu'il a légué? C'est la question de la souveraineté, sans aucun doute. Voilà, et que l'alpha et l'oméga du gaullisme, c'est l'indépendance de la France. Et je pense que l'héritage d'Olivier, c'est de dire que cet héritage du gaullisme, il doit perdurer, et il doit continuer. Et je crois qu'en un mot, l'indépendance de la France, je crois que ça lui irait très très bien. Voilà. Merci beaucoup Romain Marleix. Il faut des hommes visionnaires, messages empathiques mais non démagogues pour endiguer les révolutions. C'est ce qu'écrit Olivier Marleix quelques semaines avant de nous quitter. Sa famille, ses proches, ses amis, ses alliés et ses électeurs le savent, le disent, le pleurent encore. La voix d'Olivier Marleix manque, qu'on soit convaincu d'ailleurs ou non de ce qu'elle disait. Et merci de nous l'avoir fait revivre ici, Romain Marleix.